RTM de continuer de grandir et de soutenir ses ambitions afin de développer un réseau et un service encore plus performants. Merci de votre attention. Merci, Madame Marleau. Alors, j'invite maintenant M. Marc Blanchet à nous présenter les faits saillants du rapport d'activité 2021 de l'Autorité au nom de l'équipe de direction. M. Blanchet, à vous la parole. Merci beaucoup, Michel. Bonjour. 2021 a été une autre année exigeante dans les transports collectifs. Alors que nous envisagions la rentrée automnale de façon optimiste, celle-ci a plutôt été marquée par la 4e vague de la pandémie, qui elle-même a été le prélude de la vague Omicron, qui s'est prolongée jusqu'en 2022. Grâce aux efforts des organismes publics de transport en commun, le service est demeuré adéquat et sécuritaire. Les sociétés de transport ont continué de déployer des mesures, des procédures qui font en sorte qu'à ce jour, le transport collectif n'a pas été identifié comme un foyer de propagation du virus. Je tiens d'ailleurs à remercier les directeurs généraux et l'ensemble des employés des OPTC pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour offrir des services dans un environnement sécuritaire. En 2021, le niveau d'achalandage est demeuré nettement inférieur à la normale et l'Autorité n'anticipe pas un retour à un achalandage pré-pandémique avant plusieurs années. Dans l'ensemble, l'achalandage a été inférieur de 42 % à celui de 2019 et à peine supérieur à celui de 2020. En conséquence, la diminution des recettes tarifaires représente un manque à gagner d'environ 985 millions de dollars, une baisse de 53,5 % pour la période 2020-2021. Heureusement, le gouvernement du Québec a consenti à une aide exceptionnelle qui a permis à la RTM et aux sociétés de transport de maintenir un service semblable à celui qui prévalait en 2019, et ce, sans exercer une pression indue sur les finances des municipalités desservies. La situation pose cependant de grands défis, notamment en 2022, mais également à plus long terme, puisque la montée en puissance du télétravail, la croissance du parc automobile aura un effet pérenne sur la demande. En effet, environ 30 % des travailleurs ont adapté le télétravail et plus de 10 000 véhicules de promenade se sont ajoutés en 2020. En prenant en compte de ces facteurs, entre autres, l'Autorité évalue que la perte d'achalandage attribuable aux nouvelles habitudes pourrait atteindre 15 % dans la région métropolitaine. Pour répondre aux besoins des usagers qui se déplacent moins souvent en transport collectif, nous avons adapté la gamme de titres afin de leur offrir plus de flexibilité à prix abordable. Nous avons en effet créé des titres multipassages sans date d'expiration qui s'ajoutent à une offre de tarifaire bonifiée qui a été mise en place en juillet 2021 dans le cadre de l'implantation de la phase 1 de la refonte tarifaire. Ces bonifications, rappelons-le, consistent en la gratuité en tout temps pour les enfants accompagnés de 6 à 11 ans dans le réseau métropolitain, une réduction de 40 % sur les titres mensuels pour les étudiants et les titres soirées illimitées et week-ends illimités qui permettent de se déplacer autant de fois qu'on souhaite, partout sur le territoire, peu importe le mode de transport collectif choisi. Dans un mois, en juillet 2022, nous déploierons la phase 2 de la refonte tarifaire qui touchera plus particulièrement les usagers de Montréal, Laval et Longueuil. Celle-ci prévoit l'introduction des titres tout-mode, bus et bus spéciaux liés à la mise en service de l'antenne sud du REM. Ce faisant, nous allons lancer 29 nouveaux titres et en retirer 332. Nous savions qu'en mettant en œuvre une refonte aussi importante, ayant comme objectif de simplifier, de moderniser et d'harmoniser l'offre tarifaire dans la région métropolitaine,
nous ne pourrions pas satisfaire 100% des usagers. Nous avons travaillé fort pour limiter le plus possible les impacts chez les usagers, si bien que pour environ 95% d'entre eux, il n'y aura pas d'impact. Certains changements supposent une adaptation et nous comprenons que certains clients éprouvent des réserves, mais il faut aller de l'avant avec cette refonte parce qu'au final, ça rend le transport collectif plus attractif et ce qui pose des balises importantes pour son développement. En plus des audiences publiques que nous avons tenues sur le plan stratégique de développement, nous avons mené d'autres grands projets en 2021. Signalons le démarrage des études pour un projet structurant transport collectif électrique pour desservir le territoire du Grand Sud-Ouest et le relier au centre-ville de Montréal. Les études visent à préciser et à estimer les besoins de mobilité du territoire et les enjeux d'intégration urbaine. Un tracé, un mode de transport structurant pourront être déterminés, de même qu'une estimation des coûts du projet. La STM et EXO seront appelés à participer au projet afin de s'assurer de l'arrimage avec les réseaux existants. En cours d'exercice, le gouvernement du Québec a également demandé à l'autorité de présider un groupe de travail pour se pencher sur la conception et les coûts du projet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Ce chantier avait pour but d'identifier des pistes d'économie substantielles tout en préservant la portée prévue du projet. Le rapport, déposé en juillet 2021, a permis au gouvernement de confirmer le projet en mars dernier. Évalué à 6,4 milliards de dollars, il comprend 5 stations universellement accessibles qui relieront la station Saint-Michel à Anjou. Et sa mise en service est prévue en 2029. Le 2 mai dernier, le premier ministre François Legault a annoncé que la Caisse de dépôt se retirait du projet REM de l'Est et que le gouvernement et la Ville de Montréal en reprenaient le contrôle. Il a confié à l'autorité le mandat de mettre sur pied et de piloter un groupe de travail réunissant le MTQ, la Ville de Montréal et la STM. Ce groupe devra suggérer un tracé, une approche qui répondra aux préoccupations exprimées par l'autorité. Il devra également étudier des prolongements vers Lanaudière, vers Rivière-des-Prairies et Laval et proposer des solutions en matière d'intégration urbaine, notamment dans le secteur de Mercier-Est. Nous sommes fiers de la confiance dont nous témoignent les autorités gouvernementales et nous entreprenons ce travail avec diligence. D'autant plus que dès sa mise sur pied, l'autorité a identifié comme prioritaire l'amélioration du transport collectif dans l'est de la région métropolitaine. Planifier le transport collectif, c'est la mission de l'autorité. Et nous avons à cœur d'arriver à une solution qui fera consensus et qui pourra être mise en œuvre rapidement. À l'automne 2021, le Conseil a approuvé le lancement du Programme numérique de mobilité. Cette initiative, menée en étroite collaboration avec les OPTC, consiste à développer une approche globale et intégrée de l'écosystème technologique de la mobilité, centrée sur l'usager. L'objectif est de soutenir la croissance du transport collectif et des modes alternatifs et de développer le tout afin que les applications concrètes puissent être modulables, réplicables partout au Québec. Des améliorations ont été apportées à Chrono en 2021 afin de proposer un produit encore mieux adapté aux besoins de la clientèle. Chrono est une application qui permet aux usagers de consulter les horaires, planifier un trajet impliquant plusieurs modes de transport et de recevoir des alertes personnalisées sur l'état du service en temps réel. Elle permet de connaître le niveau d'achalandage dans le réseau de bus de toute la région. Ainsi, l'achat de titres en ligne à partir d'un téléphone intelligent et le chargement de la carte aux puces ont fait l'objet d'un projet pilote qui a été mené avec succès. De plus,
grâce à une fonctionnalité exclusive, les usagers peuvent désormais consulter le contenu de leur carte à puce ou de la carte à puce occasionnelle et avoir accès à la liste des points de vente sur l'ensemble du territoire. Les résultats d'une étude récente de consultation auprès des utilisateurs de l'application révèlent que 90 % d'entre eux considèrent que cette nouveauté répond à leurs besoins, en plus d'être conviviale. En collaboration avec ses partenaires, la RTM assure également la coordination et l'intégration des services de transport adaptés afin de répondre aux besoins et aux habitudes de déplacement des personnes avec des limitations fonctionnelles. En 2021, l'Autorité a entamé une démarche d'analyse, d'évaluation de la performance, d'accessibilité de certains actifs métropolitains. Les résultats ont déjà permis de tracer un portrait des améliorations à réaliser, de déterminer le niveau de complexité et la faisabilité de ces solutions. Ces améliorations concernent notamment la signalisation, l'élimination d'obstacles à la mobilité, le mobilier et les équipements. En terminant, je voudrais remercier les membres du conseil d'administration de leur audace, leur détermination et la confiance qu'ils accordent à l'équipe de la RTM. Un énorme merci à Pierre Chedler qui a assuré la présidence durant 5 ans avec rigueur, intégrité et passion. Je voudrais enfin remercier très sincèrement mes collègues, les membres de la direction de la RTM, qui ont permis la poursuite des activités, la réalisation des projets, mais aussi l'ensemble des employés de la RTM qui nous font honneur. Je tiens à mettre en valeur la contribution de tous et leur exprimer toute ma reconnaissance. Enfin, je peux vous assurer que nous sommes tous engagés à la RTM, malgré les défis de financement auxquels nous sommes confrontés, à poursuivre notre travail, à contribuer à la relance et à mettre tous nos efforts dans la relance du transport collectif, et ce, au grand bénéfice des usagers, des citoyens et de la région métropolitaine dans son ensemble. Je vous remercie beaucoup. Merci, Marc. Alors, en vue de l'événement d'aujourd'hui, les mairesses et les maires qui siègent au conseil d'administration sont allés sur le terrain à la rencontre des usagers pour qu'ils nous parlent de leur expérience dans le transport collectif. Alors, voici ce qu'ils nous ont dit. Le transport collectif, c'est un allié incontournable pour bien profiter de l'été. Pour fêter les 5 ans de la RTM, on voulait vous rencontrer et en apprendre plus sur vos habitudes de transport et vos attentes. Pour faire face aux défis climatiques, on doit continuer d'innover et de développer le transport collectif. Avec la RTM et les sociétés de transport, on a posé plusieurs actions pour améliorer la mobilité dans toute la région métropolitaine. On va continuer de travailler pour vous offrir un service de mobilité efficace et sécuritaire qui est à la hauteur de vos attentes. On sait que le transport collectif est important pour vous, pour la planète et pour les générations futures. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Mes collègues du conseil d'administration de l'ARTM sont allés à votre rencontre pour le savoir. Merci d'utiliser le transport collectif et bon été! Pourquoi c'est important pour toi, le transport en commun en général? C'est fondamental pour une société qui fonctionne bien en termes de transport. Il y a juste beaucoup trop de voitures sur les routes. C'est plus écologique, moins de pollution. Côté monétaire, personnellement, pour moi, c'est plus économique. Ah, c'est important parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas leur permis. Puis la plupart des personnes toutes ici, ils travaillent ou ils vont à l'école. Comment on pourrait améliorer votre expérience là, dans le train ou dans les autobus? Plus au niveau des horaires, d'en ajouter plus. C'est sûr que beaucoup plus de chauffeurs seraient bien appréciés. L'état de certains autobus serait à réparer aussi. Ce serait un bon confort pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait continuer à investir en transport en commun? Définitivement. La pollution, ces choses-là, c'est important. J'espère que oui, puis j'espère que les gens vont le prendre de plus en plus. Rien que par le fait du changement climatique, c'est important qu'on se conscientise à ce niveau-là. Alors, Christian, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi le transport en commun? Ça facilite l'accès tout simplement à différentes places. Pour aider ceux qui n'ont pas de voiture personnelle. C'est une grande partie de la vie de bien des gens, que ce soit les personnes âgées, les jeunes. C'est moins cher si on prend le bus.
Est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait améliorer l'expérience de prendre le métro ou l'autobus? En fait, si tous les réseaux étaient connectés quand on prend nos passes, sans passer par Laval, Longueuil, Montréal. Plus d'accessibilité, augmenter des fois les horaires. Et dernière question, pourquoi est-ce que tu penses que ce serait important que les gouvernements, qu'on finance davantage le transport en commun? Ben déjà, il y a l'aspect écologique, effectivement. C'est un bien public, puis ça change la vie de beaucoup de gens s'il y a de l'argent qui est investi dans ce domaine-là. Pourquoi vous aimez le transport en commun? C'est vite fait, prendre le transport en commun. Oui. C'est rapide. C'est bon pour la planète, en fait. On n'est pas encombré par les problèmes de climat, de neige, s'il pleut. Pour moi, j'économise de l'argent. C'est toujours un transport qui est sans souci. Est-ce qu'on peut améliorer ton expérience d'une certaine façon? Des fois, les horaires, c'est pas toujours tout à fait efficace. Là. Des fois, ils passent pas les autobus. En mettant des prix un petit peu plus abordables, c'est un peu cher le mois. Surtout quand t'es pas étudiant. Agrandir pour pouvoir se rendre plus loin pour pas cher. Pourquoi le gouvernement devrait investir en transport en commun? Ce qui est important, c'est que plus de personnes se sentent à l'aise dans les transports en commun. Comme ça, il y a plus d'utilisation. Pour que plus tard, on soit déjà adapté. Si les villes étaient conçues pour, mettons, des tramways, des autobus, ça ferait une société plus écologique. En quoi le transport collectif, c'est important dans ta vie? Pour moi, c'est extrêmement important parce que je le prends tous les jours pour aller à l'école. Ça m'évite vraiment d'avoir affaire aux bouchons de Montréal. C'est un type de transport qui est vert. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ton expérience, en fait, comme utilisateur du transport collectif? Je dirais peut-être élargir le spectrum de l'horaire, donc soit un peu plus tôt ou un peu plus tard. Si on pouvait vraiment avoir plus de stations pour payer ses tickets et aussi le fait de pouvoir utiliser sa carte peut-être de crédit dans les bus. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une deuxième ligne à l'École nationale d'Aérotechnique qui fait le 2e boulevard de Longueuil. Selon toi, pourquoi ce serait important de mieux financer le transport en commun? Pour qu'il y ait plus de monde qui soit motivé à l'utiliser. Parce que c'est quand même très important que ce soit pour l'environnement ou juste pour que ce soit une option pour tout le monde. Oui, c'est essentiel, ça. Si on veut que les gens l'utilisent, il faut que ce soit abordable, il faut que ce soit suffisamment fréquent. Bonjour, je suis avec Élise. Chère Élise, en quoi le service du transport collectif est utile pour toi? Moi, je travaille à Pointe-aux-Trembles, donc en résidant à Varennes, c'est sûr que le transport collectif, ça m'aide à me déplacer plus rapidement. En fait, je pense que c'est la meilleure alternative pour l'environnement. Moi, dans le fond, c'est le côté pratique où le stationnement incitatif me permet de prendre l'autobus rapidement, puis après ça, t'es relax. Et maintenant, dis-moi donc, comment on pourrait améliorer le transport ou même améliorer ton expérience à toi? C'est sûr qu'il y a des initiatives comme le stationnement incitatif qui est ici à Varennes, c'est vraiment pratique pour les résidents qui puissent avoir un accès plus direct à l'autobus. Plus de fréquence. Moi, des fois, je travaille le soir, donc des fois, il y a plusieurs minutes d'attente. Excellent, Guillaume. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Alors, nous voilà maintenant à la période de questions que tout le monde attend avec impatience. Quelques mots d'abord de procédure. À titre de rappel, alors, le 29 avril dernier, nous avons publié l'avis de convocation à cette séance publique, comme il se doit. Et ce faisant, au même moment, nous avons invité les citoyennes et les citoyens à inscrire leurs questions destinées aux membres du Conseil ou à la direction par le biais d'un formulaire en ligne. Alors, les personnes intéressées avaient jusqu'au 27 mai pour nous les transmettre. Nous en avons reçu une quarantaine, dont certaines se recoupaient. Donc, nous les avons regroupées par thème pour couvrir le plus de terrain possible. Il est possible que nous répondions par écrit à certaines questions qui sont éventuellement plus pointues pour faire un bon usage du temps qui est à notre disposition aujourd'hui. Alors, quelques règles assez simples. La période de questions est d'une durée maximale de 60 minutes. Je vais lire les questions que nous avons reçues en ligne et on va désigner quelqu'un pour y répondre. Par ailleurs, les personnes qui ont inscrit une question aujourd'hui, juste avant la séance, on pouvait le faire dans les 30 minutes précédant la séance, pourront venir poser leurs questions elles-mêmes au micro, juste en avant. Quand on sera rendu là, je vais tout simplement vous nommer, vous appeler, puis vous pourrez venir formuler votre question.
tel que vous l'avez déposé, s'il vous plaît, et sans préambule, encore une fois, dans l'intérêt de la gestion du temps. Si vous éprouvez une difficulté à vous déplacer, un membre de l'équipe peut vous accompagner au micro. Alors, une personne ne peut poser qu'une seule question afin de laisser la chance à tous de participer. Les questions seront accueillies par Mme Marleau, la vice-présidente du Conseil, ou par Marc, qui remplace le directeur général aujourd'hui, dépendamment de leur nature. Et le cas échéant, elles pourront être dirigées vers certains experts de l'autorité qui sont avec nous aujourd'hui et que je vais vous présenter à l'instant. Donc, on a d'abord avec nous M. Ludwig Desjardins, directeur exécutif, modélisation, organisation et développement des réseaux. On a également M. Sylvain Perras, directeur exécutif technologie de l'information. Mme Annie Schanzenbach, directrice exécutive finances et trésorerie. Mme Ouda Slaoui, directrice exécutive planification stratégique, tarification et financement. M. Philippe Dubé, directeur principal relations avec les partenaires. Mme Marie-Claude Caron, directrice marketing et promotion. Et enfin, M. Antoine Perron, analyste tarification et financement. Alors, sur ce, nous allons passer directement aux questions. Alors, je vais commencer avec une question que nous avons reçue en ligne. La question vient de M. Colin Pratt. Alors, le directeur général de l'Autorité a mentionné en entrevue le 1er avril dernier que le transport collectif de la région métropolitaine de Montréal était dans un cul-de-sac en matière de financement. Outre les hausses de tarifs aux usagers, à quels autres modes de financement la RTM a-t-elle songé? Je vais demander à Mme Ouda Slaoui de répondre à la question. Bonjour, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, le ministre des Transports a fait une annonce et s'est engagé à établir un cadre financier de 5 ans pour donc essayer de nous sortir un peu des déficits conjoncturels qu'on vit actuellement dans les services de transport collectif. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. De notre côté, on a rencontré nos homologues à l'international et on a fait un balisage des différentes options de sources de financement qu'on n'a pas actuellement en vigueur dans notre politique. Et on a des analyses et des impacts et des évaluations tout simplement à faire et on va poursuivre donc les discussions avec le gouvernement. Il faut savoir qu'actuellement, on n'a pas seul les leviers, ni avec les OPTC d'ailleurs, pour pouvoir donc ajouter de nouvelles sources à notre cadre. Alors, ça va nécessiter des discussions supplémentaires avec le gouvernement. Voilà. Bonjour. Oui, on peut penser, par exemple, à une contribution des employeurs, comme on peut voir en France. On voit aussi une taxation kilométrique. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on évalue. On évalue leur impact financier, puis aussi la possibilité de les mettre en œuvre dans la région. Merci. La question suivante, j'inviterai, je pense qu'elle est présente, j'inviterai Mme Joanne Gaumont à venir nous poser sa question. Et ensuite, histoire de se préparer, j'inviterai Jean-Michel Laliberté. On pourrait prendre cette question-là ensuite. Alors, Mme Gaumont, on vous écoute. Bonjour à vous tous. Madame Plante, Madame Fournier, Monsieur Boyer, Monsieur, je ne me rappelle pas de votre nom, de la couronne. Martin. Non. Bonjour à vous tous. Bon, ma question, je me pose, bonification du transport collectif dans l'Est de Montréal, on en a grandement besoin. Pointe-aux-Trembles, dans l'Est complètement, une voie rapide pour une voie réservée, ça serait très bien aussi, partout. Moi, j'ai voyagé beaucoup sur P9, les SR bus. Ça serait bien pour qu'ils en mettent soit sur Notre-Dame ou la rue Sherbrooke pour une voie rapide pour les bus, ça serait bien. Fait que moi, c'est
C'est ma question pour soumettre au ministre des Transports ou bien Mme Plante, la mairesse. Merci. Bonjour. Merci, Mme Gaumont. Je vais demander à M. Ludwig Desjardins de répondre à votre question. Bonne soirée. Merci. Bonjour, Mme Gaumont. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y avait un projet du REM de l'Est qui était planifié par la Caisse de dépôt, là, donc qui touchait ces secteurs-là, qui est en voie de révision. Donc, on nous a confié un mandat de revoir ce projet-là, qui en fait va être un peu comme la colonne vertébrale qui va venir desservir l'Est, certains secteurs que vous avez mentionnés. Je tiens juste à vous dire également qu'on ne regarde pas ça en vase clos, là, seulement dans la perspective de ce projet-là. On regarde aussi tous les axes importants dans l'Est qui vont venir soit alimenter ce nouveau projet-là, soit desservir d'autres besoins. Donc, on va le regarder dans une perspective de vraiment répondre aux besoins des gens de l'Est là, et particulièrement les secteurs que vous avez mentionnés là, qui sont plus à l'extrême Est. Question. Bon, moi, je m'interroge beaucoup. Ça prend des autobus express pour dépanner l'Est de Montréal qui en ont grandement besoin. Madame Plante le sait, moi-même, je voyage beaucoup, puis je constate des lacunes, manque de services. Les gens n'utilisent pas le transport adéquat dans l'Est, beaucoup plus la voiture. Ils doivent délaisser la voiture. Encourageons le transport collectif, ça serait profitable. Tout à fait. Bien, c'est notre perspective. Il n'y a pas une solution qui va répondre à tout ça. C'est un ensemble de solutions. On va travailler aussi avec la STM là, pour améliorer le service là, également d'autobus dans l'Est. Mais concernant la connexion, comme P9, par exemple, la voie SR Bus, c'est très bien. Ils devraient le faire sur Sherbrooke ou bien la rue Notre-Dame pour desservir la Naudière, la Couronne-Nord-Sud. Je ne sais pas si c'est possible, mais ce serait bien. Selon mon opinion, ça serait bien. Madame Gaumont. Madame Gaumont, oui, ici, c'est moi qui vous parle. Oh, c'est juste là. Si vous permettez, Madame Plante, elle aimerait apporter une précision à votre intervention. Merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est pas évident. Vous ne nous voyez pas, je pense, en haut ici. Hein? Alors, Madame Plante qui vous répond, votre préoccupation, elle est tout à fait pertinente. Et puis, c'est vrai qu'on parle de projets qui s'en viennent, hein, que ce soit, par exemple, le REM de l'Est, mais là, c'est pas demain matin. Fait que, dans le fond, ce que moi, j'entends de ce que vous nous dites, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer d'ici là et même en continu le transport de surface, entre autres choses. Alors, je veux juste vous dire que notre intention, là, je parle bien sûr de la Ville de Montréal, avec la STM également et avec la RTM, c'est de pouvoir venir bonifier ou compléter certains tronçons dans l'Est de Montréal. Quand on est arrivé en poste, lors de mon premier mandat, on a commandé 300 autobus. Avec la COVID, ils sont arrivés un peu plus au compte-gouttes, mais ils continuent d'arriver. Puis si on peut améliorer la desserte, dans l'Est-Est, vraiment, quand on parle à la pointe de l'île, nous allons le faire. Et bien sûr, que ce soit le SRB-P9, évidemment, la ligne bleue, le REM de l'Est, c'est des grands projets. Mais j'ai envie de vous dire qu'on n'attendra pas que ces grands projets-là arrivent pour venir bonifier et faciliter la vie des gens, de la population qui habite dans l'Est de Montréal. Merci. Je peux vous répondre, Madame Plante. Bon, moi, je suis contre le métro. Je déteste prendre le métro parce que je vous réponds honnêtement, il y a beaucoup d'interruptions de service. Je déplore et je déteste le métro. Moi, voyager en métro, je ne me sens pas en sécurité, pas honnêtement, non. Mon avis à moi, je préfère mieux voyager en bus. Il fait très beau à l'extérieur. Il n'y a pas d'interruption de service. Bien sûr, il y a du trafic, mais j'aime beaucoup voyager en bus. Ça ne me dérange pas de prendre 1 heure, mais désolée pour le métro, mais je suis contre le métro. C'est beaucoup d'années de revoir le projet prolongé vers l'Est. Là, ça va prendre 40 ans, puis même 50 ans, je ne serai plus là. Mais c'est correct. Je vous souhaite bonne chance pour le prolongement, mais c'est très long. On va travailler là-dessus, Mme Gaumont, puis on vous remercie pour vos suggestions. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on va passer à M. Laliberté de l'Association du transport en commun de la Rive-Sud. On vous écoute. Oui. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. OK, génial. OK, donc, depuis 5 ans, en fait, l'Association pour le transport collectif pose la même question à chaque année à la RTM. Il y a plusieurs endroits sur le territoire de la RTM où il y a des conflits entre transporteurs. Donc, grosso modo, pour donner un exemple, si un autobus part de Longueuil et il s'en va à Varennes porter des gens, il va s'arrêter à Boucherville pour embarquer des gens, un arrêt. Donc, il arrête physiquement à cet arrêt-là, il y a un arrêt d'autobus, mais il n'a pas le droit de débarquer des gens à cet endroit-là à cause d'un conflit entre opérateurs. La RTM a le pouvoir de régler ces conflits-là entre les opérateurs. En fait, lors de l'adoption du projet de loi qui a créé l'Autorité régionale de transport métropolitain, le ministre de l'époque, Robert Poitiers, avait créé expressément le pouvoir, à l'article 8 de la loi, de créer ce qu'on appelle des express métropolitains, qui, grosso modo, permettent d'éviter ce genre de problème-là. Je vais citer ce que le ministre disait à propos de l'article 8. « On ne se retrouvera plus dans cette situation-là et tout le monde va pouvoir prendre l'autobus. » La RTM, dans les 5 dernières années, répondait que l'absence d'un cadre tarifaire intégré empêchait de régler ces problématiques-là de conflit de territoire. Maintenant, il y a un cadre tarifaire intégré. Qu'attend la RTM pour régler ces problématiques-là? Merci beaucoup. Merci, M. Laliberté. Je vais demander à M. Desjardins de vous répondre. Bonjour, M. Laliberté. Je crois qu'on a déjà discuté de cette question, effectivement. C'est sûr que du point de vue de l'usager, c'est très frustrant. Il y a des endroits, effectivement, sur le territoire, ponctuellement, où il y a ce type de service qui ne peut pas être rendu là, parce qu'il y a un opérateur. On préfère appeler ça peut-être un héritage historique qu'un conflit, là, parce que dans les faits, c'est vraiment ça. On a hérité d'un système avec des opérateurs qui planifiaient leur réseau, qui avaient leur propre tarification. On est encore en train de régler la portion tarification parce que le déploiement n'est pas terminé, là. Comme vous le savez, il y a des phases qui sont encore en déploiement. Le problème, il va falloir s'y attaquer certainement en ayant réglé déjà le cas de la tarification. Une tarification intégrée à RTM, ça amène donc du point de vue client, là, plus de facilité, du point de vue opérateur aussi, validation des titres également. Mais il va falloir aller parler aux 4 OPTC, aux 4 organismes de transport. Il va falloir que ce soit acceptable aussi d'un point de vue financement parce qu'on va aller sur davantage de permutation, davantage d'optimisation entre services. Donc, c'est sûr qu'on partage l'impatience d'arriver là, mais il va falloir bien le faire, puis il va falloir le faire d'une manière intégrée qui est cohérente partout. Donc, on va certainement en reparler là, prochainement. Je ne comprends pas exactement l'élément de la tarification, en ce sens que, mettons, 132 Montbrun, qui est l'exemple que j'ai donné. Les titres AB puis ABC vont exister au 1er juillet. Pourquoi le problème n'est pas réglé le 1er juillet dans ce cas-là? En fait, dans ce cas-là, le problème est réglé au niveau de la tarification parce que la phase mais ce n'est pas nécessairement le cas partout sur le territoire. Si on permet à un endroit, on veut s'assurer qu'il y a une cohérence ailleurs. Donc, on a une approche dans le fond métropolitaine de la chose, qu'on le regarde dans son ensemble, même si ponctuellement, effectivement, ça peut être frustrant à cet endroit X-là pour l'usager. On en est conscient, mais on veut l'amener en fait d'une manière cohérente là, et non pas régler ponctuellement des problèmes comme ça, là, puis se retrouver après avec quelque chose qui est plus difficilement gérable. Donc, l'impatience est là, on la partage honnêtement. Là. On a ça dans notre feuille de route, là, puis on veut y arriver, mais il y a des étapes à suivre. Est-ce qu'il y a un échéancier? Non, on pourra certainement en discuter éventuellement parce que suite à effectivement la refonte tarifaire, on va se donner un échéancier. On revoit les services aussi avec les opérateurs qui font des refontes. Exo, entre autres, fait différentes refontes là, séquencées. Donc, on va éventuellement partager peut-être une chronologie pour ça, là, mais ça fait partie vraiment de la révision des services. Ça fait partie aussi de comment on va planifier les services suite à la relance post-pandémie. Donc, ça fait partie d'un tout là, qu'on aura à partager là, avec un échéancier un peu plus précis là, prochainement. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, on va maintenant passer à une question qui a été inscrite en ligne. Et ensuite, je demanderai à M. Fournier de la TCRS de se présenter au micro. Alors, je commence avec la question de M. Richard Dumas. Est-ce que Navarque, qui est une entreprise privée et qui offre du transport en commun alternatif,
a une clause d'exclusivité qui interdirait une future concurrence d'un organisme public? Alors, je vais demander à M. Dubé de répondre à la question. Merci, M. Dumont, pour la question. J'en profite aussi pour dire qu'on inaugure la saison estivale 2022 des navettes fluviales. Là. On débute les services dès samedi. Puis le service sera lancé à la suite d'appels d'offres publics qui ont été lancés en bonne et due forme et qui ne comprennent aucune clause d'exclusivité. Par ailleurs, il y a 2 armateurs cette année qui vont offrir les services, là, soit Croisière AML ainsi que Navarque. Merci, M. Dubé. Très bien. Alors, comme je le disais, M. Fournier de l'Association du transport en commun de la Rive-Sud. On vous écoute. Bonjour. Il existe une impression sur la Rive-Sud à l'effet que la RTM est une machine qui sert à financer le transport en commun à Montréal, mais au détriment des banlieues. Je précise, là, c'est une perception, je l'entends, je suis en fait le porte-parole, ça ne veut pas dire que c'est ma pensée personnelle, mais cette pensée-là que les gens ont est alimentée par différentes décisions. On peut penser aux coupures en 2020 qu'il y a eu au RTL qui ont été beaucoup plus sévères que les coupures ailleurs sur le territoire. On peut penser aussi là, à l'augmentation du coût du billet de métro à Longueuil et Laval qui passe de 3,50 à 5,25. Donc, les citoyens ont de plus en plus cette perception-là. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce que compte faire la RTM pour combattre la perception des citoyens et l'effet que c'est une machine pour financer Montréal au détriment des banlieues? Merci. Je demandais à Mme Slaoui si ça peut nous éclairer sur ce point. Bonjour, M. Fournier. Donc, déjà, ce n'est pas une perception que l'offre de service a été réduite au niveau du RTL. C'est une réalité donc, qui est liée au contexte pandémique. Une grande partie de l'offre du RTL transige par le pont Champlain vers le centre-ville avec l'imposition du télétravail. Donc, on a procédé à une optimisation avec le RTL. Il faut savoir que cette optimisation-là de l'offre, on aurait dû la faire au moment de l'arrivée de l'antenne Rive-Sud du REM. Donc, on a qu'anticipé ce qui aurait dû arriver donc, à la mise en service du REM. Pour ce qui est de la tarification, effectivement, donc les usagers de Longueuil, on a fait le choix collectif d'avoir une tarification zonale. Donc les usagers de Longueuil prennent le métro en zone B et se dirigent à Montréal en zone A. Donc ils vont devoir se prémunir d'un titre AB à 5,25 ou 4,50 s'ils achètent le carnet. Ce coût-là se compare aujourd'hui à 7 $. Actuellement, les usagers donc, qui circulent sur le réseau du RTL achètent un billet RTL 3,50 et un billet STM pour embarquer dans le métro à 3,50, donc pour un total de 7. Ce qu'on leur offre avec la refonte, c'est un seul billet qui leur permet de circuler sur les différents réseaux au coût de 4,25. Donc, de façon générale, pour ce qui est du financement du transport collectif, on a une politique de financement qui a été adoptée par la communauté métropolitaine de Montréal, donc l'ensemble des municipalités, qui est basée sur des principes d'équité, dont notamment bénéficiaires-payeurs, puis utilisateurs-payeurs. Donc, c'est une fausse perception de dire que Montréal paye pour les banlieues ou d'autres pourraient avoir une perception contraire. C'est encadré par certains principes d'équité, puis probablement que ce n'est pas si simple à comprendre par tout le monde ou si clair que ça. Donc, ça tombe bien, on est en train de revoir cette politique-là. On amorce bientôt des travaux et on va considérer effectivement la rendre encore plus simple pour que l'ensemble des citoyens et les municipalités également puissent mieux la comprendre. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. J'inviterai, je pense qu'il est avec nous, M. Pratt à nous poser sa question. Colin Pratt, au micro. Bonjour. Je suis un usager quotidien du métro Cartier et je compte plus le nombre de fois où j'ai assisté à des altercations verbales violentes entre des usagers à qui on demandait de payer une deuxième fois le métro après avoir emprunté les autobus de la STL. J'ai compris que la RTM on a mentionné qu'il y a environ 320 titres qui ont été retirés, ce qui permet de retirer ces frictions-là. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que, ce faisant, on en a rajouté une autre, qui est celle
dont mentionnait monsieur précédemment, l'imposition d'un titre de 5,25, donc un site différent pour les usagers de métro de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. J'aimerais qu'on m'explique le bien fondé de ce titre-là, parce que à partir du 1er juillet, j'anticipe de nouvelles altercations verbales dont seront victimes les employés de la RTM, parce que ce sont eux qui sont au prix à défendre au quotidien les décisions de gestion de la RTM que vous prenez. Alors, j'aimerais comprendre le bien fondé de cette décision-là, parce que lorsque je vais assister à cette altercation verbale qui vont survenir, j'aimerais pouvoir expliquer aux clients courroucés le bien fondé du titre de 5,25. Et si, je vais me permettre, si Monsieur le maire Stéphane Boyer, bonjour, que je salue, pouvait nous partager sa position précise à l'égard de ce titre-là, qui concerne particulièrement ses citoyens et citoyennes, j'en serais très content. Merci. Merci, M. Pratt. D'abord, je vais demander à M. Antoine Perron d'apporter des clarifications. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je comprends que finalement, la question tourne beaucoup autour du 5,25 au métro à Laval et à Longueuil. Peut-être pour mettre un peu de contexte autour de la tarification là, aux stations de métro Laval-Longueuil. Actuellement, il faut comprendre que quand on rentre dans le métro, les usagers réguliers utilisent déjà le titre Tram 3, qu'on va remplacer par le tout-mode AB pour eux autres. Donc, il n'y a pas d'impact tarifaire. Effectivement, ça sonne fort quand on parle du ticket unitaire qui passe de 3,50 à 5,25. Effectivement, ce n'est plus le titre STM qu'on va avoir besoin au métro, mais bien un nouveau titre AB. Donc, on change de paradigme. On n'est plus dans l'optique d'une tarification par exploitant, mais vraiment par une structure zonale. Je comprends que pour l'usager occasionnel qui utilise juste le métro, ça peut sembler injuste, mais l'objectif de ce titre-là, c'est vraiment de venir mettre en valeur la complémentarité des réseaux de bus avec le métro, c'est de donner plus d'options puis de simplifier la vie aux usagers qui vont pouvoir l'utiliser. Au niveau des employés, c'est peut-être plus généralement, peut-être pas à la station quartier, mais une des raisons pourquoi on met la refonte, on fait une implantation en phase, c'est justement pour se donner entre les phases, autant pour les usagers que pour nous qui travaillent dans le transport collectif, le temps de s'adapter puis de digérer les différents changements qui viennent avec la refonte. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces changements-là. Au 1er juillet, les employés, il y a beaucoup d'outils de formation qui leur ont été donnés pour pouvoir expliquer à la clientèle les changements qui vont arriver au métro. Puis évidemment, on est tous des humains. Il y a toute une question de période de tolérance qui va exister dans les premiers mois de la refonte. On est conscient qu'il y a certains usagers qui ne comprendront pas nécessairement les changements qui arrivent. Fait que c'est sûr qu'on va avoir une approche beaucoup plus pédagogique au départ qui va permettre probablement de limiter les altercations. On ne va pas commencer à donner des constats à tout le monde. On est humain, puis évidemment, il va y avoir une approche beaucoup plus pédagogique qui va être instaurée au début là, pour que tout le monde assimile les changements. Parce que je veux me faire le porteur de cette pédagogie-là, vous me permettrez une question de suivi. Pourquoi avoir, parce que vous mentionnez que vous avez retiré, vous avez ajouté des options, ajouté de la flexibilité, mais pourquoi précisément avoir retiré l'option de seulement acheter un titre qui permet d'uniquement prendre le métro et non les deux, l'autobus des Rive-Nord et Rive-Sud plus le métro? Donc, c'est une flexibilité qui est retirée aux usagers. J'aimerais vraiment la comprendre. Comme je dis, l'objectif de la refonte, c'est de simplifier la tarification. On en avait déjà beaucoup. Je comprends que quand on regarde chacun de nos cas, c'est un peu comme moi si je disais je veux seulement payer pour l'autoroute 25 parce que je vis à Montréal, je ne veux pas payer pour la 640. J'utilise un exemple niaiseux, mais ce qu'on veut pousser, c'est vraiment une complémentarité entre les réseaux d'autobus et de métro. L'usager qui utilise occasionnellement le métro pour se rendre à Montréal, je comprends pour ce déplacement-là, effectivement, ça peut sembler un peu injuste, mais son titre AB, il va pouvoir être utilisé pour plein d'autres déplacements occasionnels. Quand le REM va être mis en service, s'il veut faire un déplacement à RTL, REM pour se rendre au centre-ville, il va pouvoir en bénéficier comme tout le monde.
Aussi, le type bus intégré va permettre à ces gens-là de se déplacer en couronne sur d'autres autobus du réseau d'Exo ou de la STM, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre globalement, on croit à la RTM que c'est quelque chose qui va favoriser le transport en commun puis l'usage du transport collectif dans la région. Merci. Merci, M. Perron. M. Pratt, vous aviez un autre volet à votre question, puis je vais donner la parole à M. le maire Boyer. Oui, premièrement, laissez-moi vous remercier, M. Pratt, de l'intervention, parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux usagers, mais les employés aussi vivent parfois certaines réalités. Et pour habiter près du métro quartier, je vois moi également l'occasion. Ce que je peux vous dire, bon, la refonte se fait en plusieurs phases. Aujourd'hui, on assiste à une phase. Est-ce qu'elle est parfaite? Probablement pas. Par contre, je crois qu'on fait un grand bout de chemin aujourd'hui en enlevant, en simplifiant là, plus de 300 titres. Mais il y aura d'autres phases et évidemment, je pense que c'est un enjeu qui sera très intéressant à discuter. Personnellement, j'aimerais qu'on puisse adresser ce point-là. Et donc, ce que je vous dirais, c'est je crois qu'on a fait un grand bout de chemin aujourd'hui et il y a d'autres étapes aussi qui vont venir dans les prochaines années pour essayer d'encore améliorer le mode de tarification et simplifier le plus possible. Merci, on se le souhaite. Merci. Alors maintenant, j'y vais avec une question citoyenne qui nous a été transmise en ligne. Alors la question vient de Mme Nicole Aswad. D'après ce que j'ai compris en consultant votre site Web, il y aura des changements tarifaires à partir du 1er juillet 2022. Est-ce que la carte aux puces sera changée ou non? Monsieur Perron, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Donc, pour répondre à la question là, de Mme Aswad, là, la réponse simple, c'est non. La carte puce demeure. Donc, la carte puce, là, comme support pour encoder vos titres, va demeurer pour la plupart des titres, donc notamment là, les nouveaux titres mensuels puis abonnements qui sont offerts dans le cadre de la refonte. Ça va être également possible d'encoder la plupart de nos titres passages qui sont proposés avec la refonte. Il y aura une petite particularité pour les titres de 1, 2 et 10 passages multizone AB, ABC, ABCD. Dans ce cas-là, là, vous allez seulement vous présenter un point de service pour obtenir une deuxième carte puce, puis rendu là, on va vous donner les informations nécessaires pour vous expliquer comment fonctionne cette carte-là. Également, autre chose qui ne change pas, vous pourrez toujours là, acheter vos titres de transport sur ce qu'on appelle la carte puce occasionnelle, donc la carte puce là, qui est en carton non rigide, là, qui se plie. Donc, tous nos titres à passage vont être disponibles là, sur ce type de carte-là, là, comme aujourd'hui. Merci, M. Perron. Merci. Alors, question suivante de Mme Girard de l'Association du transport en commun de la Rive-Sud. Est-ce que les titres STM achetés avant le 1er juillet 2022 pourront être utilisés à la station Longueuil, Université de Sherbrooke, après cette date? Madame Slaoui, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les titres achetés avant le 1er juillet seront honorés lors de leur utilisation après le 1er juillet. Donc là, on parle de titres STM. Ils seront effectivement valides. Vous ne pourrez plus les acheter. Ça va être des titres de zone A ou de zone AB qui seront disponibles. Mais pour ceux qui auront encore des titres achetés avant le 1er juillet, oui, ils pourront être utilisés. Merci. Merci. Question suivante de Tiani Zhang. Est-ce que la RTM prévoit mettre en place le paiement par téléphone intelligent dans le transport en commun? Je demandais à M. Sylvain Perrard de répondre à la question. Donc, oui, on travaille à permettre le paiement par téléphone intelligent. Je vous dirais, il y a 2 étapes en tant que telles. La première étape, c'est vraiment de pouvoir payer avec son téléphone par carte de crédit. Donc, présentement, on a un projet pilote à Laval qui permet de payer par carte de crédit. On va prochainement être en mesure de le faire avec son téléphone. Et on vise, en partir de 2023, d'étendre le paiement par carte de crédit progressivement sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de payer avec son téléphone avec des titres de transport. Donc, en quelque sorte, c'est comme d'émuler ou d'avoir une carte Opus dématérialisée sur son téléphone et de pouvoir payer. Donc, on travaille effectivement au niveau du téléphone intelligent sur 2 axes. Le premier axe, c'est de permettre la recharge de la carte Opus sur le téléphone. Donc, ça ne permettra pas de payer avec son téléphone, mais déjà, à partir de 2023, on a fait un projet pilote qui s'est terminé récemment. On pourra faire cette recharge-là
Par la suite, à partir de 2024-2025, ce qu'on vise effectivement, c'est d'être en mesure de payer avec son téléphone, vraiment avec des titres de transport comme tel. Merci. 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 Alors, question suivante de M. Robert Beaulé. Avez-vous étudié l'utilisation de la ligne ferroviaire Laval-Mirabel-La Chute-Gatineau comme mode alternatif de transport dans l'axe de l'autoroute 50? Idem pour la ligne Longueuil-Boucherville-Sorel, avec possibilité éventuelle d'aller rejoindre la ligne jaune. Monsieur Desjardins, s'il vous plaît. Alors, pour ces deux axes, déjà, il faut considérer que Gatineau vers Montréal, c'est un trajet qui serait davantage en interurbain, donc qui ne serait pas nécessairement sous notre juridiction. C'est également un corridor qui est utilisé par le transport des marchandises, donc qui demanderait, on n'est pas dans un site propre là, qui serait prêt à être utilisé pour le transport collectif. Ça demanderait certaines négociations avec le propriétaire de l'emprise. Pour ce qui est de Sorel, là, je vais pêcher un peu dans mes souvenirs, là, mais ça a été regardé il y a une quinzaine d'années au niveau de l'utilisation de l'emprise ferroviaire qui va de Sorel jusqu'à Boucherville. Il y a à l'époque, ce n'était pas nécessairement des études qui étaient concluantes parce qu'il y a un vaste territoire agricole là, qui était traversé. Il faut mentionner également que Sorel est également hors du territoire de la RTM, n'est plus desservi non plus par des services contractualisés avec la RTM suite à une décision de la Ville. Merci. Merci. Question suivante de M. André Papineau. Alors, afin d'éviter un doublon, pourquoi ne pas rebaptiser l'actuelle station de métro P9 pour la renommer Parc olympique ou Stade olympique? Même suggestion pour l'actuelle station Vio, la renommée par exemple Maurice Richard. Vous serez libre d'utiliser les noms P9 et Vio pour les nouvelles stations de la future ligne bleue. Monsieur Marc Blanchet va répondre à la question. Alors, M. Papineau, merci pour vos suggestions. On a la chance à Montréal d'avoir une banque de toponymie. Puis toutes les bonnes suggestions des gens comme ça, au fil des années, on les accumule dans cette banque-là. Et donc, quand il arrive des projets ou des besoins, on peut aller piger là-dedans. D'ailleurs, de mémoire, si je me rappelle bien, une de vos suggestions, Maurice Richard, était déjà incluse là-dedans. Spécifiquement pour le projet de la ligne bleue, il y a effectivement 5 stations. Vous avez compris que les noms utilisés dans le projet, c'est temporaire. Il y a un comité qui a été mis sur pied par la STM, comité de toponymie, avec des représentations de la société montréalaise, avec toute sa diversité, qui se penche sur cette question-là. Et ils vont arriver avec des recommandations très prochainement aux instances décisionnelles sur ce sujet-là. Puis, il y a une volonté dans le projet de donner une place aux femmes, puis aussi à la présence autochtone sur le territoire montréalais, etc. Donc, on va attendre les recommandations, puis le mécanisme est déjà en place. Mais merci pour ces suggestions. Merci. Merci. Question suivante de M. William Thomas. Alors, en Ontario, le Parti libéral propose un tarif de 1 $ pour le transport en commun, et ce, peu importe la destination. Pensez-vous que cela serait possible dans la grande région de Montréal? Madame Slaoui va répondre à la question. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas commenter donc, les propositions électorales en Ontario. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région métropolitaine, les services de transport collectif sont largement subventionnés par le gouvernement et les municipalités. Et ce que prévoit par ailleurs la politique de financement, c'est que les usagers contribuent à hauteur de 30% des coûts de ces services de transport collectif-là. Et depuis la pandémie, on parle d'une contribution aux usagers d'environ 20% seulement, en raison de la baisse de l'achalandage et de la baisse des revenus. Puis, bon, actuellement, on a une inflation qui avoisine presque les 6% dans la région métropolitaine, et pourtant, on a fait le choix donc d'indexer les tarifs de 2% seulement à partir du 1er juillet 2022. Donc, si on se compare aux autres sociétés de transport en Amérique du Nord, nos services et notre tarification restent très accessibles. Voilà. Merci. Merci. Question suivante de Laurie Beaulieu-Mathurin. Considérant l'inflation importante et la pression supplémentaire qu'elle exerce sur les populations à plus bas revenus, pourquoi ne pas appliquer une tarification sociale? Madame Slaoui va nous donner une réponse. Donc,
c'est une bonne question, mais il faut savoir qu'une tarification basée sur le revenu, c'est vraiment une mesure qui a un caractère fondamental social et qui nécessiterait donc des discussions importantes avec le gouvernement du Québec et les municipalités. Actuellement, à l'autorité, on n'a ni les leviers ni les fonds nécessaires donc, pour mettre en place une telle mesure. Donc, comme je le disais, la pandémie a creusé davantage le déficit des services de transport collectif. Quand on va ressortir de ce contexte-là, on pourra réengager les discussions sur la tarification sociale basée sur le revenu, donc avec les parties prenantes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, dans la région métropolitaine, on a quand même choisi de mettre en place des mesures de tarification sociale qui sont basées sur le statut des usagers et leur âge. Et dans le cadre de la première phase de la refonte tarifaire qui a été déployée en 2021, on est venu harmoniser les rabais tarifaires accordés aux étudiants et aux aînés. Puis on a élargi également la gratuité aux enfants, donc notamment les enfants de 11 ans et moins ont accès gratuitement aux services lorsqu'ils sont accompagnés d'une personne responsable. Donc, voilà. Merci. Merci. La question suivante nous vient de M. Claude Leboeuf. Pourriez-vous demander à toutes les municipalités du territoire que vous couvrez d'aménager systématiquement des rues pour réserver systématiquement une des voies au transport collectif et au vélo? Et serait-il possible que toutes les municipalités de votre territoire aménagent des trottoirs sécuritaires pour les piétons? Je vais demander à M. Dubé de répondre à la question. Merci, M. Leboeuf, pour la question. D'abord, je dois dire que c'est une compétence municipale que l'aménagement des voies routières de circulation, mais vous pouvez être assuré que la RTM et les sociétés de transport travaillent en étroite collaboration avec les municipalités pour notamment identifier les axes propices à recevoir des services de transport collectif, mais aussi à identifier l'ensemble des mesures préférentielles qui peuvent être mises en place dans le but de favoriser une meilleure fluidité ou aussi une meilleure fiabilité du service de transport collectif. Merci. 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 Alors, la question suivante de Jenny Desjardins. L'accès à la vélostation du terminus Longueuil est réservé aux détenteurs d'un abonnement annuel Opus Plus ou Opus Plus Entreprise, contrairement aux autres vélostations comme celle de Sainte-Julie, qui ne nécessitent qu'une carte Opus. Avec de plus en plus de navetteurs qui se rendront au travail 1, 2 ou 3 jours par semaine, je crois qu'il serait judicieux de donner accès à cette vélostation à un plus grand nombre en exigeant seulement une carte Opus. Est-ce qu'il serait possible de revoir cette politique pour la vélostation du terminus Longueuil? Monsieur Blanchet. Alors, merci pour cette question super intéressante. Ça fait appel aux notions de pôle de mobilité dans lequel les stations vélo jouent un rôle très important. D'ailleurs, il devrait y en avoir plus. Et donc, la suggestion que vous faites de rendre ça disponible aux utilisateurs d'Opus en général, on va le regarder très sérieusement. C'est une question d'offre et de demande. Je pense que dans le contexte actuel, il y a une sérieuse possibilité. En tout cas, ça va être regardé très sérieusement dans un souci d'équité et de sécurité sur l'ensemble de nos stations. Merci. Merci. Alors, la question suivante de M. François Pepin de Trajectoire Québec. Si j'utilise un titre tout mode zone A pour entrer dans le métro à Berry-UQAM et que je descends à la station Cartier, est-ce que je risque de voir mon billet contrôlé à destination et de recevoir une amende? Je vais demander à M. Perron de répondre à la question. Oui, bien, merci pour la question. Là, je crois que j'avais un peu répondu en partie tantôt là, à la question de M. Pratt. Donc, comme on disait, effectivement, on comprend qu'il y a beaucoup de changements qui viennent avec la refonte tarifaire. La plupart des employés sont déjà formés pour appréhender les questions des usagers. Donc, dans le métro, dans les premiers mois, les usagers qui ne seront pas conscients des changements qui ont été apportés, évidemment, on va avoir une approche plus pédagogique avec eux autres. On va leur expliquer les changements qui ont été apportés, puis quel titre maintenant ils ont besoin pour faire leur déplacement entre la zone A et B, donc un titre AB. Donc, effectivement, au début, là, c'est vraiment plus l'approche qu'on va prendre avant là, de commencer à émettre des constats par la suite. Merci. Merci. Question de M. Jean Mercier.
Ayant entendu plusieurs informations contradictoires dans mon voisinage, j'aimerais comprendre le prix que ça va me coûter pour la situation suivante au 1er juillet 2022. De façon occasionnelle, prendre l'autobus du RTL jusqu'au métro Longueuil pour ensuite prendre le métro. Je demandais à M. Perron de revenir au micro. Donc, peut-être pour revenir sur les titres de la refonte, là, une chose importante avec la refonte, comme on l'a mentionné, c'est que quand vous faites un déplacement maintenant, peu importe le nombre de modes que vous utilisez ou de correspondance que vous faites, c'est vraiment un titre normalement que vous auriez besoin. C'est un déplacement de transport. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de regarder le transport dans la région compartimenté selon les réseaux. Donc, vous faites un déplacement Montréal-Longueuil, vous avez besoin d'un titre. Maintenant, les deux questions qu'il faut se poser pour choisir le bon titre de transport, c'est d'abord, allez-vous utiliser un mode lourd? Et la deuxième question, c'est dans quelle zone vous allez voyager. Donc, votre titre doit être valide pour l'ensemble des zones dans lesquelles vous voyagez. Dans le cas qu'on a ici, c'est une personne qui part de Longueuil et qui se rend à Montréal, donc dans les zones A et B. Le titre nécessaire serait donc un tout-mode AB qui reviendrait à 5,25 à l'unité ou à 4,50 s'il l'achetait dans un carnet. Donc, merci. Très bien. Question suivante de Mme Marie Magistri. Comme il en coûtera minimum 34 $ pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de plus de 6 ans qui habitent près de la station de métro Longueuil pour se rendre à l'île Sainte-Hélène ou à Montréal, comment la RTM compte-t-elle encourager le transport collectif au lieu de l'automobile auprès des familles de la première couronne? Monsieur Perron, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Donc, je comprends que le porte-monnaie est important ici. Donc, déjà en partant, là, ici, on parle d'une famille. Je ne connais pas exactement la famille de Mme Magistri, mais comme Ouda Slaoui l'a dit un peu plus tôt, depuis l'année dernière, avec la refonte, on a élargi la gratuité pour les enfants de 11 ans et moins sur l'ensemble de nos services en tout temps. Donc, déjà en partant, si on parle d'une famille de 2 adultes avec 2 enfants de moins de 12 ans, donc ça va être gratuit pour les 2 enfants, donc 2 seuls titres nécessaires, soit des allers-retours AB à 10 $, donc ça reviendrait à 20 $ au lieu de 34 $. Je crois qu'on les a énumérés dans les différentes questions, mais il y a quand même des alternatives au tarif de 5,25 pour ceux qui prennent seulement le métro de Longueuil vers Laval. Les alternatives, c'est d'acheter d'abord, qui peuvent permettre de réduire le coût du déplacement, c'est d'abord d'acheter avec des carnets, donc ça revient à 4,50 $ l'unité. La deuxième alternative, on propose des titres soirées limitées, donc pour les sorties à Montréal, après 18 heures, le titre soirée limitée est 5,75 $, puis ça permet de faire l'ensemble de ces déplacements le long de la soirée. Donc, ça reviendrait à 5,75 $ par personne pour 2 adultes autour de 11,50 $. Et la dernière alternative pour plusieurs sorties en famille au cours d'un même week-end, c'est le titre Week-end illimité qui est proposé à 14,75 $. Maintenant, si je regarde bien la question de Mme Magistri, elle a comme un deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour encourager le transport collectif auprès des familles de la Couronne. Il faut comprendre que les décisions qu'on prend, on essaye de les prendre dans une perspective métropolitaine. Dans les couronnes, les gens n'habitent pas toutes à côté du métro. Comme je le disais un peu plus tôt, l'objectif des titres qu'on propose, c'est de favoriser la complémentarité entre l'autobus et le métro. Je crois qu'il y a beaucoup de familles en couronne qui doivent faire le taxi avec leurs adolescents pour éviter de payer un titre d'autobus en plus du titre STM rendu au métro. Mais avec les titres qu'on propose, ça va vraiment faciliter la vie des gens en couronne puis la vie des familles, puis ça va inciter les gens à se rendre au métro en autobus plutôt que d'utiliser l'automobile pour se rendre à proximité de nos gares puis de nos métros. Puis là, je déblatère un peu dans l'urbanistique, mais si on veut développer, c'est quoi le développement qu'on veut autour du métro? Est-ce que c'est continuer avec du stationnement incitatif ou créer vraiment des milieux de vie? Si on veut aller vers la deuxième option, bien évidemment, il faut commencer à avoir des mesures qui incitent les gens à utiliser l'autobus pour se rendre au métro et non l'automobile. Alors, Antoine, sauve-toi pas, Mme Magistri avait prévu une question de relance. Alors, est-ce qu'un couple de Longueuil qui se rend à Montréal occasionnellement peut-il acheter un livret de 10 billets et les partager?
Malheureusement, la réponse est non. D'abord, c'est une pratique qui existe actuellement pas dans la majorité des exploitants. Là. Donc, avec l'harmonisation qu'on fait avec la refonte, c'est une pratique qui ne sera toujours pas possible. L'autre raison là, pourquoi ce n'est pas possible, c'est qu'il faut comprendre que si on passe au premier embarquement dans un autobus, on validerait plusieurs tickets d'un même carnet. Une fois que les gens arriveraient pour faire une correspondance avec le métro, le REM ou le train ou un autre autobus, il y a seulement un des passagers qui pourrait faire la correspondance. Donc, ça obligerait tous les autres à acheter un autre type de transport pour leur correspondance. Donc, pour éviter ce genre de frustration-là, c'est une pratique là, qui n'est pas possible. En revanche, vous pouvez toujours passer, si vous avez des titres là, à tarif ordinaire encodés sur votre carte puce, vous pouvez échanger entre conjoints-conjointes lorsque vous ne vous déplacez pas ensemble. Vous pouvez échanger la carte puce. Donc, ce n'est seulement pas possible que quand vous vous déplacez simultanément dans un même déplacement. Merci. Merci. Alors, question de Simon Hamelin-Pratt de l'Association du transport en commun de la Rive-Sud. Où en est la RTM dans les travaux du pôle d'échange Tisserand à Brossard et comment compte-t-elle faire en sorte que l'opposition de certains voisins ne nuise pas à la qualité des déplacements des usagers du transport collectif? M. Marc Blanchet va répondre à la question. On a eu justement des activités de consultation citoyenne à Brossard sur le sujet. On a reçu des propositions de certains citoyens et on est en train de faire l'analyse de ces suggestions-là. On va remettre un rapport à la Ville de Brossard prochainement et c'est la Ville qui va prendre la décision finale sur l'aménagement du concept. Merci. Merci. La question suivante est de Thierry Martin. Pourquoi n'y a-t-il aucune coordination avec les bus des régions afin de faciliter le transport en commun? Avec Interbus Laurentide, il faut parfois attendre longtemps entre l'arrivée du train et le départ du bus. Je demandais à M. Dubé de répondre à la question. Alors, merci. Merci pour la question. C'est important, la coordination entre les services. C'est souvent un facteur d'attractivité pour la clientèle, puis ça permet d'éviter de longues périodes d'attente, bien entendu. Dans le cas spécifique qui est soulevé, c'est un service qui part de très loin dans les Laurentides et qui vient se rabattre sur la gare intermodale à Saint-Jérôme. Donc, c'est un service assez particulier. Il faut savoir que la planification des horaires de train sont faits par les sociétés de transport, en l'occurrence EXO, qui doit planifier en fonction des contraintes que le réseau ferroviaire lui impose, notamment Canadien Pacifique dans ce cas-là. Et il en va de la responsabilité des différents acteurs de s'assurer d'une bonne planification. Donc, notamment la question des services d'autobus qui partent des Laurentides devrait notamment prévoir un bon arrimage avec le service de train qui a beaucoup de contraintes. Puis notamment, on pourra asseoir les différentes parties afin d'en discuter puis voir s'il n'y a pas des aménagements possibles à faire, notamment au niveau des stations d'accueil. Mais dans le cas qui nous existe et qui nous est porté à notre attention, c'est un cas très particulier qu'on regardera avec EXO. Merci, M. Dubé. Merci. Alors, question de Marc-André Dupuis. Comment comptez-vous faire un projet tout en respectant les résidents de Mercier-Est? Allez-vous faire un REM souterrain? Je vous rappelle que l'axe Dubuisson-Souligny est purement résidentiel. Je demandais à M. Desjardins de répondre à la question. Alors, merci pour la question. La réponse est assez simple. Il n'y a rien de décidé pour le moment quant au projet. On a hérité, dans le fond, d'une révision du projet de la Caisse. La question de l'acceptabilité est centrale dans la démarche qu'on va avoir. On a d'ailleurs, une des premières actions qui a été posée, c'est d'aller sur le terrain. Donc, on a vraiment visualisé en personne, avec notre directeur général, ce quartier-là, donc de Souligny. On a rencontré également les groupes qui étaient très actifs dans le secteur concernant le projet. Puis, on va continuer à travailler avec vous. Donc, vous allez certainement pouvoir participer à des démarches de consultation dans les prochains mois et vous positionner sur la question. Mais pour l'instant, absolument rien de décidé pour cet axe. On peut aller en surface, en souterrain. On va évaluer. Ce qu'on sait, c'est que ça prend un projet rapide pour desservir l'Est de Montréal qui va répondre aux besoins. Merci. Merci. Question suivante. Daniel Charpentier. Pour moi, ce n'est pas clair quel titre je devrais acheter après le 1er juillet 2022.
Si je suis dans la zone B, Longueuil-Saint-Hubert, et que je dois prendre la 200 pour aller à Saint-Hyacinthe en zone D, je ne sais pas quel sera le tarif. Je vais inviter M. Perron à répondre à la question. La refonte est populaire aujourd'hui. Donc, dans le cas de Mme Charpentier, dans le fond, il y a deux options. Si vous utilisez seulement, vous faites un déplacement, vous utilisez seulement l'autobus 200 d'Exo de Vallée du Richelieu pour vous rendre à Saint-Hyacinthe, c'est le type bus hors territoire que vous allez avoir besoin, donc 3,50 pour juste un déplacement, ou je crois la passe mensuelle à 105 $. Donc, le type bus hors territoire, il est valide en zone BCD sur le réseau d'Exo. Maintenant, si vous prévoyez utiliser également les autobus du RTL ou d'autres formes de modes, le train, métro, REM ou quoi que ce soit dans le cadre de votre déplacement unique, de tous vos déplacements, mais c'est un tout-mode ABCD que vous allez avoir besoin. Maintenant, vous allez me dire pourquoi cette distinction pour la zone D. C'est peut-être un concept un peu abstrait là, pour l'usager moyen, mais il faut comprendre que dans le financement du transport collectif, les contribuables des municipalités du territoire de la RTM financent plus les services de transport collectif que ceux des municipalités de l'extérieur du territoire de la RTM. Notamment, dans notre territoire, on a des taxes supplémentaires sur l'immatriculation ou sur l'essence qui servent à financer nos services. Donc, c'est dans un esprit d'équité que quand on a mis en place la refonte, on a décidé de ne pas offrir tous les privilèges que la tarification vient donner aux citoyens de notre territoire. On a décidé de ne pas tous les donner aux citoyens là, de la zone D, donc des municipalités hors territoire. De là, la différence entre le titre bus, qui est valide sur tous les réseaux en zone ABC, donc le territoire de la RTM, et le titre bus hors territoire, qui est plus limitatif. Merci, M. Perron. Avant de passer à la prochaine question, on a la mairesse Plante qui doit nous quitter. Alors, je vais lui donner la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci aux citoyens et citoyennes qui prennent le temps de venir nous poser des questions. C'est vraiment très important. Et bien sûr, je souhaite une très bonne assemblée à l'ensemble de mes collègues et je salue également toutes les équipes de la RTM. Merci beaucoup. Merci. Alors, on poursuit. Merci beaucoup. La question suivante vient de Joël Bédard. Comme il y a présentement des problèmes de fiabilité de la ligne verte du métro et aussi de capacité aux heures de pointe, comment allez-vous régler cette problématique si le REM de l'Est se connecte à Honoré-Beaugrand au lieu d'être en parallèle jusqu'au centre-ville? Je vais demander à M. Desjardins de répondre. Alors, concernant la ligne verte, il y a déjà des analyses en cours, là, des discussions aussi avec l'opérateur du métro, là, qui est la STM. On a vite été rassurés, en fait, sur la capacité du métro, là, même s'il y a un mode structurant qui vient s'y rabattre. La ligne verte, en gros, opère actuellement avec des fréquences sur 2 minutes et demie. La STM, avec certains investissements, pourrait réduire ces fréquences-là, changement des modes d'opération également. On pense aussi qu'il y a des nouvelles voitures éventuellement qui vont venir remplacer les voitures actuelles, qui vont être des voitures de type BOA, là, comme les plus récentes Azure, qui vont venir également augmenter la capacité. Donc, le travail qu'on aura à faire dans l'analyse du projet, dans la révision là, du projet du REM de l'Est, ça va être de se pencher avec la STM sur cette séquence-là d'investissement nécessaire pour venir s'assurer, là, en fait, qu'à long terme, on vient accueillir cet achalandage supplémentaire et que la ligne verte est à capacité. Mais pour l'instant, des analyses là, ressortent qu'on est assez rassuré sur la question. Merci. Merci. Question de Véronique Gagnon. Quand aurons-nous une tarification au kilométrage parcouru, comme cela se fait dans de nombreuses grandes villes? Je vais inviter Mme Slaoui à répondre. Alors, on parle beaucoup de la refonte tarifaire depuis donc le début de la séance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant donc de déployer cette refonte qui a commencé en juillet 2021, on a mené plusieurs consultations publiques pour savoir quelle serait la meilleure structure donc tarifaire à implanter. Ça a commencé par la plateforme Parlons Tarification en 2019, donc où on a invité l'ensemble des citoyens à répondre à certaines questions. Et à partir de là, avec les OPTC et le municipal
municipalité, on a proposé un projet de refonte qui est basé sur un système zonal et non d'une tarification kilométrique. Et ce projet-là lui-même fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2020. Donc c'est là qu'on a arrêté la structure tarifaire, qui est donc une structure zonale, 4 zones qui correspondent au territoire des différentes municipalités de l'autorité. C'est aussi la structure tarifaire qui est la plus, disons, optimale ou compatible avec les équipements de billettique qu'on a actuellement dans la région. Et c'est peut-être la plus simple à comprendre par les usagers, puisqu'ils sont en mesure d'anticiper leur coût de leur déplacement, donc avant d'embarquer dans les services. Donc, à court terme, on ne révisera pas cette structure tarifaire. Elle demeure donc basée sur des zones. Voilà. Merci. Merci. Question suivante de Mme Sylvie Decelle. Avez-vous comme projet d'offrir le service de navette fluviale en partant de la promenade Belle-Rive pour aller dans le Vieux-Montréal? Les résidents de Tétroville doivent aller à Pointe-aux-Trembles, qui est beaucoup plus à l'est, pour aller vers l'ouest. Je suis convaincu que ce service serait utilisé et désengorgerait la circulation sur Notre-Dame. Monsieur Dubé. Alors, merci encore une fois pour la question. Les services de navette fluviale vont débuter cette fin de semaine. Il faut savoir qu'ils sont régis par des contrats donnés en appel d'offres. Le service de la saison de l'année 2022 est planifié. On a ajouté 5 liaisons comparativement à ce que nous avions fait l'année passée. Encore et toujours dans un contexte de projet pilote où on vient tester différents types de services, différentes liaisons, avec une intégration tarifaire cette année aussi. Et donc, on vient proposer différents services de navette. Ceux qui partiront de Parc Belle-Rive pourront amener les citoyens vers Boucherville, mais aussi vers le parc de l'île Charon. Donc, il n'y aura pas la possibilité de venir directement au Vieux-Port, mais c'est une liaison qu'on pourra étudier pour le déploiement lors de la saison 2023. Merci. 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 Alors, on va passer à une dernière question, celle de M. Jérémy Donne. Alors, chers administrateurs, d'ici 2025, le REM entrera en fonction dans la région métropolitaine, créant une demande pour des services de bus. Quel est le pourcentage d'augmentation des services de bus que prévoit la RTM d'ici 2025? Je demandais à M. Desjardins. Alors, merci, M. Dunn. Vous avez tout à fait raison là, dans la prémisse de la question. Le REM va arriver. C'est un mode qui va être très attractif, qui va être rapide, qui va stimuler, en fait, on l'espère, la demande en transport collectif. Donc, il va falloir bien le desservir avec des autobus qui sont fréquents. Aussi, une couverture horaire là, qui va permettre aux gens d'utiliser les deux modes de manière efficiente. Situation très différente sur le territoire. Si vous prenez, dans un premier temps, l'antenne sud, là, donc dans l'axe du Pont-Champlain, on a eu une occasion de retirer, comme les services d'autobus vont se rabattre au REM, on a eu une occasion de retirer un certain volume de services qui a pu, en collaboration avec le RTL et EXO, être réinjecté, là, réinvesti dans les réseaux pour corriger des lacunes, pour augmenter certaines fréquences. Donc ça, c'est des éléments qui vont être perçus forcément par la clientèle là, dans les prochaines années. Pour ce qui est des autres antennes, on va devoir se pencher, ils vont venir après, là, dans le séquencement, avec la STM, avec EXO, également avec la STL, pour voir en fait comment on peut optimiser les services, comment on peut assurer un rabattement qui est efficace en ayant des services locaux qu'ils sont également. Et dans une perspective peut-être plus large, on se relève d'une pandémie, on va suivre l'achalandage qui revient tranquillement, puis on va pouvoir se projeter un peu plus sur le moyen terme avec notre plan stratégique là, pour voir dans quel volume de services on peut se permettre d'investir pour ce qui est du bus à plus moyen long terme. Merci. 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 Alors, ceci met fin à la période de questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont soumis une question. Merci de votre engagement envers le transport collectif. Il y a eu beaucoup de bonnes questions et j'espère que nous avons bien répondu. Je vous rappelle que le rapport d'activité 2021 de la RTM peut être consulté sur notre site Web pour avoir plus de détails et que l'enregistrement de cette séance publique du Conseil est déjà disponible sur Facebook et le sera au cours des prochains jours sur notre site Web. Un mot aussi peut-être pour signaler, il y a eu beaucoup de questions et de commentaires sur la refonte tarifaire. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a énormément d'informations qui ont été déposées sur le site Web de l'Autorité, incluant un sélecteur de titres,
un outil très facile à utiliser, très convivial, qui permet donc de comprendre rapidement les changements qui s'en viennent au 1er juillet. Donc, on vous encourage à visiter le site Web de l'Autorité. Là-dessus, je vais inviter Mme Marleau à nous livrer le mot de la fin. Alors, merci, M. Lemay. Comme vous avez pu le constater, la RTM compte de belles réalisations et travaille sur des projets qui auront un impact majeur sur la mobilité et la qualité des services. La reprise ne se fera pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais nous avons une équipe et des partenaires engagés et passionnés et nous sommes prêts à faire face aux défis qui nous attendent. Merci de votre présence aujourd'hui. En espérant vous revoir très bientôt dans les transports collectifs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon été en santé. La séance est levée. Merci.